Bonsoir Emily, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Mais vous êtes toujours le bienvenu sur notre antenne, Patrick. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine. L'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits de nos invités de ces derniers jours. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, était avec nous sur Monaco Info pour nous dévoiler le détail des 2 dernières étapes de la Grande Boucle édition 2024. Le contre-la-montre final partira d'ailleurs de Monaco. Pascal Fabiano est lui venu nous éclairer sur le double enjeu des épreuves de spécialité du baccalauréat qui débute ce lundi, la situation en Ukraine, le débrief de la 95e cérémonie des Oscars ou encore la tradition de la Saint-Patrick ont également été abordés dans nos différents JT. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est préparé par Sébastien Mésadry. C'est le prestige, la principauté de Monaco. Ce sont des grands événements sportifs. C'est la rivalité Anquetil-Poulidor en 1964. C'est la principauté qui a aidé le Tour de France à revivre après la Seconde Guerre mondiale, avec un Monaco-Nice en 1946 qui préfigurait le retour du Tour de France l'année suivante. Donc il y a des liens forts, il y a des liens de confiance, il y a des liens qui ont toujours existé avec le Tour et depuis 2009, bien évidemment, depuis le grand départ. Donc on est très très heureux. Ça sonnait pour moi comme une sorte d'évidence. Vous savez, on ne peut pas quitter Paris comme ça. On ne remplace pas Paris comme ça, arrivé du Tour de France depuis toujours. Et donc il nous fallait du prestige. Quand on a Monaco, quand on a Nice, quand on a la Côte d'Azur, où que l'on soit dans le monde, on sait où c'est, on sait ce que ça veut dire. Il y a évidemment un décor exceptionnel entre mer et montagne. Et puis il y a ce qui nous intéresse au premier chef, des pentes, des montées, des côtes plus ou moins longues, plus ou moins raides, mais qui seront évidemment essentielles dans ce week-end final de la 111e édition du Tour de France, les 20 et 21 juillet 2024. Le départ du Tour de France 2009 avait eu lieu à Monaco, vous en avez parlé. Qu'est-ce que vous gardez de cette période et de ce départ? Nous l'avions couvert sur Monaco Info. J'en garde un excellent souvenir évidemment du contre-la-montre remporté par le Suisse Fabien Cancellara le samedi et puis de la cérémonie officielle de départ sur la place du Casino avec Monseigneur, avec son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, avec Christian Estrosi donc, qui était déjà là et qui un peu plus loin dans le sprint intermédiaire à Nice s'est dit mais je rêverais moi aussi d'avoir un grand départ un jour. Donc finalement vous voyez on va se retrouver 15 ans après avec les mêmes décideurs et on est absolument ravis de faire cette arrivée qui sera la toute première dans l'histoire du Tour de France, créée en 1903, hors de Paris, et encore une fois avec un terrain sportivement probant et un lieu de prestige. Je vois vraiment ça comme une opportunité. Je le disais tout à l'heure, on ne remplace pas Paris comme ça, mais Monaco, Nice, l'arrière-pays, c'est la mer et c'est la montagne. Donc les organisateurs du Tour de tout temps ont voulu rapprocher les montagnes de Paris. De l'arrivée finale. En l'occurrence, là, l'arrivée finale à Nice, elle est au pied de la montagne. Donc oui, ça nous offre d'autres possibilités. Cette année, c'est la première fois que les épreuves de spécialité du baccalauréat commenceront dès le mois de mars. En réalité, il faut savoir que c'était prévu dès le début de la réforme du baccalauréat, dont la première session s'est déroulée en 2021. Mais en raison de la crise sanitaire, les épreuves des 3 dernières années ont dû être un petit peu aménagées. Donc cette année, c'est la première fois que les épreuves de spécialité sont organisées au mois de mars. On a donc 370 élèves des lycées publics et privés sous contrat de la Principauté de Monaco qui se rendront dans les salles de classe entre lundi et mercredi pour passer leurs épreuves écrites de spécialité. Et effectivement, ce sont des épreuves qui se déroulent en moyenne entre 3 et 4 heures. À l'occasion de ces épreuves, les élèves vont être amenés à analyser des documents, à rédiger des dissertations, à résoudre des problèmes, répondre à des questions. Et puis, pour certaines spécialités, il y aura une nouvelle série d'épreuves dans la semaine du 27 mars. Il s'agit des disciplines scientifiques pour lesquelles il y a une épreuve pratique, mais également la spécialité de langue, littérature et culture étrangère qui a un oral, tout comme également la spécialité art. Après, ces épreuves de spécialité, c'est quand même assez particulier. Il faut recontextualiser un petit peu. Faut se rappeler en fait que c'est un des chantiers principaux de la réforme du baccalauréat. Ces épreuves de spécialité renvoient à des enseignements de spécialité qui remplacent les anciennes filières d'enseignement qui étaient les filières économiques et sociales, scientifiques, littéraires. Et si vous voulez, le but de ces enseignements de spécialité, c'est de permettre aux élèves de colorer davantage leur parcours au baccalauréat et de leur permettre d'avoir un parcours plus adapté à leurs études post-bac. Je viens de parler avec ma mère et avec mes collègues à l'université. Il y a 3 alertes assez longues à Kiev. Il faut être très sportif pour pouvoir courir au magasin pour les produits d'alimentation et pouvoir retourner sans descendre au sous-sol et y passer plusieurs heures
voilà, pour faire face au danger. Mais c'est Kiev, à Donbass, c'est pire. Et à Kharkiv, seconde grande ville d'Ukraine, avec plus de millions d'habitants, 40 heures sans électricité à cause des bombardements des systèmes électriques. Donc c'est toujours la société civile qui est visée par cette agression nihiliste qui nie la société tout court. Oui, il y a une immense solidarité à l'intérieur du pays, en Ukraine, et puis entre l'Ukraine et l'Europe. Et je crois que c'est cette solidarité, c'est la clé pour notre liberté à venir. Mais c'est vrai qu'il faut être encore plus fort pour rétablir l'ordre international, pour libérer tous les territoires du pays souverain et démocratique. Et donc les Ukrainiens payent le prix le plus fort, inestimable, les vies de nos amis, de nos collègues. Chaque jour, on fait le deuil et on appelle à une solidarité encore plus grande du monde entier pour arrêter cette folie meurtrière. Écoutez, il y a une menace permanente, précisément parce qu'il y a tout le temps des missiles et des roquettes qui visent la capitale. Après tout, c'est quand même la capitale d'Ukraine qui est la cible toujours principale depuis le 24 février l'année dernière. Mais malgré tout, l'Ukraine résiste et je crois qu'il y a encore plus d'activités aussi dans l'enseignement, dans la culture, malgré le fait que l'UNESCO constate des centaines et des centaines d'objets détruits, parce que précisément cette destruction de la culture ukrainienne, de la déportation des centaines, des milliers des enfants ukrainiens en Russie montre bien l'aspect génocidaire de cette guerre. C'est une guerre totale, mais c'est aussi l'idée de détruire pas seulement notre pays, mais détruire l'Occident comme système démocratique qui fait alternative, qui propose voilà, les règles de l'état des droits. La crise russo-ukrainienne a renversé la table d'une certaine manière, complètement changé la donne en 2022. Pour faire simple, la Russie occupant une place prépondérante dans l'économie mondiale par sa production et ses exportations à la fois d'énergie et de matières premières alimentaires, métaux-industriels, a complètement bouleversé les équilibres en la matière et provoqué une résurgence du risque inflationniste qui était déjà présent auparavant, mais qui s'est trouvé encore plus catalysé par ce conflit. S'en est suivi une réaction brutale des politiques monétaires dans la plupart des pays développés, mais aussi dans les pays émergents, un ralentissement très fort de l'activité à l'échelle mondiale, en particulier en Europe. Et puis, on le voit aujourd'hui, des soubresauts financiers qu'on commence à percevoir avec ce qui se passe actuellement dans le secteur bancaire américain. Oui, alors les pays émergents qui retiennent notre attention sont à la fois ceux qui ont un profil de risque plutôt favorable. Je vous faisais allusion aux pays producteurs, exportateurs de matières premières, notamment le Brésil. Et puis il y a les pays émergents qui, à l'inverse, comme souvent lorsque les conditions financières se resserrent très fortement à l'échelle mondiale, se trouvent en très grande difficulté, parfois en situation de défaut de paiement. On l'a vu en 2022, des pays comme la Zambie, le Ghana, le Sri Lanka ont pu faire défaut. Certains pays émergents sont dans des situations extrêmement complexes. Je pense notamment au Pakistan, au Laos, qui sont sujets, parce qu'ils ont des forts déséquilibres courants, de très faibles réserves de change, sujets à des crises de très grande intensité. Donc dans le panorama global émergent, il faut être particulièrement attentif, très sélectif, puisqu'il y a, si je puis dire, autant de situations que de pays. En 2022, il y a eu 13,9% d'augmentation de vente de chiffre d'affaires en fait sur Internet, à la fois en produits et en services. Donc il y a toujours une croissance. On a, selon une étude qui a été faite par la FEVAD, Opinionway, 86% aujourd'hui des retailers, des patrons du retail sont optimistes sur l'année 2023. Donc oui, c'est encourageant. Le pape des paradoxes. Vraiment le pape des paradoxes. Et après, s'il y a vraiment des images à retenir, pour moi, c'est l'image du pape au moment de la crise, la partie la plus terrible de la crise Covid, cette soirée de prière où le pape est seul sur la place Saint-Pierre en train de prier pour le monde entier. Ça, c'est une image qui sort vraiment de l'ordinaire, une image extraordinaire. Bon, c'est un pape qui a donné l'habitude aux journalistes d'être très proches d'eux. Et donc, c'est un pape qui a pris l'habitude, par exemple, systématiquement de faire des longs
conférences de presse, quand il part à l'étranger, dans l'avion, au retour, et ça lui est beaucoup reproché à l'intérieur de l'Église en disant mais il parle à bâton rompu, et quand il parle comme ça, en effet, il peut être capable de donner voilà, cette fameuse expression « qui suis-je pour juger ?» Et en effet, et il a totalement raison, puisque bon, le Christ lui-même nous dit de ne pas juger notre prochain. Et puis dans le même temps, c'est le pape qui est en même temps, alors là, il serait peut-être très macronien, on dit qu'ils s'entendent bien d'ailleurs, le président français et le pape François, et en même temps, c'est le pape qui est capable, à côté de ça, de faire des documents ou de faire des rappels de la doctrine, notamment sur l'homosexualité, en rappelant que c'est un péché, c'est un désordre, ou sur tout un tas d'autres sujets. Encore tout récemment, le pape est à la fois capable de dire « je lance un grand synode », et puis, au même moment, le pape est capable de sortir un document rappelant, ou de dire à des journalistes que, par exemple, le mariage des prêtres, c'est hors de question, voilà, qu'on n'en parlera pas. Dernière question, qu'est-ce que, à votre avis, l'humanité retiendra du pape François? Bon, d'abord, une personnalité très forte, sûrement, et vraisemblablement, c'est difficile encore une fois, mais vraisemblablement un pape qui a voulu être vraiment proche, justement, de l'humanité, voilà, qui a voulu se rendre proche de toutes les misères du monde. Et pour finir un peu ce par quoi on avait commencé, je crois que c'est aussi ça qui l'avait motivé quand il a fait cette cérémonie si belle et si symbolique sur la place Saint-Pierre en plein Covid, pour se dire je veux être proche de l'humanité tout entière qui est en train de souffrir. Sur le plan de la cérémonie elle-même, après notamment la gifle de l'an passé, et puis toujours ce message politique qu'il y a aux Oscars, cette année c'était quand même assez cadré, assez sage, je dirais peut-être un petit peu sage, même si le présentateur Jimmy Kimmel est une star des Late Show. Là je trouve qu'ils ont vraiment joué l'apaisement. Après on va en parler, le palmarès c'est assez ébouriffant et assez exceptionnel. On a 600 millions de dollars de recettes, donc c'est aussi un vrai phénomène, et on sent que l'Académie, à qui on a reproché parfois son manque de diversité, son manque d'audace, là, cette année, a voulu marquer le coup avec un film qui sort des cadres. Hein. C'est un film assez dingue à voir, la narration est pas simple, il y a beaucoup d'action, il y a de la science-fiction, il y a de la psychologie. C'est pas un film évident, mais en tous les cas, c'est une vraie proposition de cinéma. Honnêtement, il y a un moment que j'ai beaucoup aimé, qui est un moment musical, qui est la performance de Lady Gaga, qui devait pas venir, qui est venue, qui finalement devait pas chanter, qui a chanté, et qui a repris en acoustique la chanson de Top Gun, pour laquelle elle était nommée. Elle n'a pas eu l'Oscar, hein. C'est ce groupe indien, ces chanteurs indiens incroyables qui ont été sacrés. Mais ce qu'elle a proposé ce soir, dans un style extrêmement dépouillé, était absolument superbe. Elle trouve que c'est une des plus grandes chanteuses que l'on ait actuellement. Ça, je trouve que c'était un très joli moment. Je suis un peu, je sais pas, mais en tout cas musicien, oui, passionné. Moi, ça fait un certain moment que je suis dans cette aventure musicale. En tout cas, c'est un truc que j'ai eu envie de faire depuis que j'étais enfant, quand j'ai découvert le rock'n'roll. Et voilà, j'ai eu la chance d'en faire mon métier, quoi, depuis une trentaine d'années. Donc, j'ai travaillé essentiellement avec un groupe qui s'appelle FFF. On est en train de retravailler sur un nouvel album, d'ailleurs. On n'a pas fait de disque depuis plus de 20 ans. Donc, là, on est en train de refaire un disque. On est très excités. C'est très intéressant d'en bosser dessus. Et puis, j'ai eu la chance aussi de travailler avec Johnny Hallyday pendant 7 ans, guitariste et directeur musical. Moi, j'ai grandi dans un milieu de cinéma. C'est-à-dire qu'effectivement, mon frère est comédien, ma mère est attachée de cinéma. C'est ma deuxième passion de cinéma. Je ne me considère pas comédien. Effectivement, j'ai fait des petits rôles de film, mais à chaque fois, je jouais quasiment mon propre rôle. C'est-à-dire le musicien qui est là, qui joue de la guitare ou qui est derrière la console. Écoutez, si on me proposait un rôle et que c'était intéressant et que je m'entende bien avec le réalisateur et que voilà, pourquoi pas. Mais c'est pas quelque chose après lequel je ne me suis pas mis à courir les castings. Mon métier, moi, c'est la musique. L'idée, il n'y a pas plus haut dans la hiérarchie, quoi, on va dire. Donc, je fais partie de ce clan, on va peut-être un peu de guitaristes pour accompagner Johnny Hallyday sur scène. Donc, des souvenirs musicaux extraordinaires, une collaboration avec lui des montres, une complicité sur scène. Et puis plein de souvenirs aussi en dehors de la scène où on a vécu, quand on est en tournée, on passe beaucoup de temps ensemble, et donc c'est vraiment devenu un proche et un ami. Donc oui, des souvenirs sur scène et en dehors de la scène, fantastique. On sait évidemment qu'aujourd'hui le rêve a plusieurs fonctions, qu'il ne s'agit pas comme à un moment donné c'était considéré comme un déchet nocturne, pas du tout. Le rêve occupe beaucoup de fonctions différentes. Alors si on veut en passer en revue certaines, il y a d'abord le fait que le rêve va jouer un rôle dans la simulation de l'interaction avec une situation. Autrement dit, pouvoir être en situation non pas effective, mais rêvée, donc imaginaire, virtuelle d'une certaine manière, d'interaction avec des objets, avec des individus, faire quelque chose, ça joue un rôle probablement dans les phénomènes de simulation mentale. Comment est-ce qu'on se comporterait dans telle ou telle situation? Ça, c'est une des premières pistes.
Il y a une autre piste importante aussi, qui est davantage liée aussi à la créativité. On a plusieurs récits un peu mythologiques en sciences de grands chercheurs, vous savez, qui ont rapporté avoir rêvé des découvertes. On pense à Kekulé pour la formule du benzène, à Otto Lévy pour la découverte de la transmission chimique de l'information nerveuse, et la découverte de l'acétylcholine, etc. Donc, on en a beaucoup des exemples. Et puis dans la vie de chacun d'entre nous, souvent en fait, on va avoir des souvenirs oniriques qui vont nous ouvrir des portes vers des pistes interprétatives. Donc il y a vraiment beaucoup de fonctions. Et puis il y en a d'autres qu'on ignore évidemment. Et par ailleurs, il y a sans doute aussi une fonction qui donne à voir ce que l'on pense en général. C'est-à-dire que dans nos rêves, même si nos rêves nous surprennent, ils sont très liés à ce qu'on vit dans la vraie vie, en fait. Donc l'étude des récits de rêves à chaque époque permet de se rapporter quel va être l'imaginaire collectif à peu près commun. Donc ça nous fait autant de facettes différentes, à la fois des fonctions propres du rêve et de l'intérêt qu'il peut y avoir à étudier le rêve sous ses facettes psychologiques et cérébrales. Et quelles sont les traditions qui entourent cette fête? On a les fanfares américaines qui viennent parce qu'il y a 30% des gens, les gens aux US qui se considèrent avec les origines irlandaises. Alors, on a les grosses parades en Irlande, beaucoup plus petites qu'aux US, mais quand même, c'est très joli. C'est l'esprit irlandais de fêter et de les joies de vivre. Et non, c'est pour tout le monde, la fête de Saint-Patrick. Oui, et même le Palais Princier était illuminé en vert le 18 mars dernier à l'occasion de la Saint-Patrick. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec l'agenda et les événements qui vous attendent la semaine prochaine en Principauté. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.